Aujourd'hui, on va parler de l'arme à feu dans un contexte d'autonomie, dans un contexte paysan. Donc, d'abord et avant tout, est-ce que l'arme à feu est un outil nécessaire pour une autonomie? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un outil utile? Oui. Mais d'abord, si les armes à feu provoquent chez vous un sentiment de peur ou un certain malaise, je vous invite à en apprendre davantage sur leur fonctionnement, puisque lorsqu'on a peur d'un objet matériel, c'est souvent parce qu'on n'a pas le sentiment de comprendre comment il fonctionne, mais également le sentiment de le maîtriser. Donc c'est globalement la plupart des gens qui ont peur des armes à feu, on leur en met une dans les mains et ils savent juste pas quoi en faire, comment se comporter avec. C'est la même chose pour toutes sortes de types d'outils, tels que celui-ci. Même cas de figure. Donc, dans cette vidéo, on parlera pas de la chasse, parce que je pense pas que j'ai besoin de vous dire qu'on peut chasser avec une arme à feu, et que c'est intéressant d'un point de vue de l'autonomie, surtout au niveau de la viande. Et on ne parlera pas de la défense du domicile, parce que c'est un sujet qui est abondamment traité. On va parler de l'arme à feu comme outil paysan à faire une gestion du vivant, ou plutôt une mise à mort d'animaux de manière rapide et efficace. Premièrement, on va définir mon expérience, puisque je trouve important quand même de le dire, parce qu'il y a beaucoup de théoriciens sur tous les domaines dans la matière des armes à feu, mais tout autre chose, sur YouTube. Donc, quelle est mon expérience? D'abord, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un instructeur de tir. Je ne suis pas non plus un militaire. J'ai aucune formation militaire à ce niveau-là. Mon expérience, elle est paysanne. Mon expérience, elle est faite sur un milieu agricole. J'ai grandi sur une ferme. Et puis, je me suis servi d'armes à feu, notamment en calibre 22, en calibre 12 également, principalement pour de la déprédation, pour la protection des cultures et également de la chasse au petit gibier. J'ai fait bien sûr du tir sur cible, j'avais aménagé directement sur la ferme un champ de tir pour me pratiquer. Mais avant, on va tout d'abord présenter deux règles de sécurité vraiment simples, mais qui ont l'avantage de vous protéger et de protéger votre entourage. C'est infaillible. Première chose, on met le doigt toujours le long ici comme ça, jamais sur la gâchette. Ça, on n'est pas dans un film d'Hollywood. On met jamais le doigt sur la gâchette. On le met uniquement au moment où on est prêt à faire feu. On considère également l'arme toujours comme si elle est chargée, même si elle est déchargée. Et il faut voir le bout du canon. Toujours considérer le bout du canon comme si c'était un laser qui découpe tout ce qui pointe. C'est-à-dire qu'on ne se promène pas comme ça, partout. Toujours le canon vers le bas, idéalement. Moi, je préfère toujours vers le bas, pas dans les airs. Et dans chaque mouvement, il faut réfléchir, surtout au début, puisque ça devient un automatisme une fois que le comportement est implanté, mais toujours l'envisager comme si c'était un laser qui découpe tout ce qu'il trouve. Ce qui fait en sorte qu'avec des règles aussi simples, il ne devrait vous arriver aucun accident. En fait, il ne va vous arriver aucun accident. Si vous pointez toujours à une place sécuritaire, et si vous avez le doigt sur la gâchette uniquement au moment où vous êtes prêt à faire feu, que vous avez identifié la cible, eh bien, c'est certain qu'il n'arrivera aucun accident. Généralement, chez un paysan, on retrouve un calibre 12 et un calibre 22. Les sujets qui vont être abordés dans la vidéo concernent principalement les carabines, donc les canons qui sont vrillés. Si vous ne faites pas la différence entre un canon vrillé et un canon lisse, je vous invite à en apprendre davantage. Donc, la première utilisation dans un cadre paysan, c'est un abattage. Donc, c'est une mise à mort qui est planifiée et c'est dans le but de faire une boucherie. Donc, c'est souvent pour des animaux qui sont d'un assez gros gabarit, comme un mouton, un cochon, une chèvre, une vache. C'est des animaux qui font... En fait, l'utilisation de l'arme à feu facilite vraiment le passage à mort, qui soit plus rapide et plus efficace, parce que avant, ils faisaient ça à grands coups de masse. Ce que je vais dire va s'appliquer pour d'autres événements aussi. Je vais vous parler de la position de tir idéale lorsqu'on fait un abattage ou une mise à mort qui est planifiée. Première des choses, ça va être,
notre abattage d'animal Salut le petit lapin, bon, j'espère que vous allez bien. pour cette vidéo. Je vais également prendre comme exemple avec, ça c'est en calibre 22, c'est un revolver, simple action, seulement pour, ça facilite la vidéo tout simplement. Donc, il y a une illusion qui est on est plus précis comme ça, à côté l'arme à feu directement sur la tempe de l'animal. Ce qui est totalement faux et ce qui est totalement imprudent plutôt. Lorsqu'on tire de cette façon-là, ça fait pas comme dans les films, ok? Il n'y a pas un beau petit trou comme un petit rond de rouge à lèvres qui se fait. Ce qui se passe lorsqu'on va appuyer le canon comme ça, le projectile va sortir, mais les gaz aussi qui suivent et qui poussent le projectile sortent en même temps. C'est toujours le cas, ok? Et ce qui se passe, c'est que les gaz vont chercher le chemin le plus court. Donc, au moment où vous allez tirer, il va se créer un léger espace, puisque vous allez avoir le recul de l'arme, et il va se créer aussi un recul au niveau de la tête de l'animal en question, ce qui fait en sorte que les gaz vont rentrer à l'intérieur du trou d'impact, mais vont vouloir ressortir. Grosso modo, là, ça va revoler dans ce sens-là, ça va faire comme un beau petit volcan, puis ça va faire en sorte que c'est pas sécuritaire. Donc, pourquoi c'est pas sécuritaire? C'est parce que ça va faire une projection de sang, ça va faire une projection également de fragments d'os. Et puis, en plus, ça sera pas très joli. Pour avoir assisté à une conférence d'experts en taches de sang et ayant vu des images réelles, que ce soit de meurtre ou de suicide, je peux vous dire que c'est pas du tout un beau petit rond de rouge à lèvres qui va se passer. Ça ressemble plutôt à une tarte aux framboises qu'on aurait échappé sur un carrelage. Ceci étant dit, donc jamais on ne fait ça. Évidemment, l'intensité et la force des gaz, donc la force de pénétration, mais également la force de projection dans une position comme celle-ci, est directement liée au type de calibre que vous avez utilisé. Plus le calibre est gros, plus la quantité de poudre est grosse, plus le gaz, la quantité de gaz va être importante, plus il va y avoir projection. Dans le cas d'un calibre 22, je pourrais même pas vous dire moi quel type de blessure, quel type d'éclat ça fait, parce que c'est une position juste que j'ai jamais adoptée parce qu'elle est non sécuritaire. La meilleure façon de procéder, puisqu'on est en un abattage planifié, donc c'est nous qui décidons du moment et du lieu, c'est d'avoir l'animal directement en face de nous. L'animal doit nous faire face de tout le long de son corps. Sous l'animal, dans le meilleur des cas, ça doit être un sable, ça doit être une terre qui est meuble, ça doit être un espace où, si le tir est effectué et le tir est manqué, ou si la balle traverse le crâne, eh bien, elle va aller se loger à l'intérieur du sable ou de la terre. Il faut éviter absolument là, tout ce qui est surface dure, comme de la roche, du béton, pour éviter des cas de blessure ou des cas de ricochet qui pourraient être importants. La distance et la position de tir, on dit une position de tir d'environ 45 degrés. Et puis la distance, bien, ça va varier en fonction de l'animal, en fonction de votre degré de précision. L'important, c'est d'être à une distance qui est raisonnable et que vous puissiez faire un tir qui soit précis. Au niveau de la précision, on doit toujours viser et faire un X entre les yeux et les oreilles. Donc on se fait un X imaginaire et on va appuyer sur la détente à ce moment-là. Pour ce qui est du choix de la munition, là je vous parle du calibre 22. Donc ça, c'est vous pouvez abattre n'importe quel animal avec ça. Que ce soit un bœuf, que ce soit une vache, peu importe. Par contre, il faut être précis et il faut être sûr de son coup. C'est également le type de projectile qui est recommandé lorsqu'on fait de la trappe, même pour de la trappe à l'ours. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de la pénétration. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va rentrer dans le crâne de l'animal, ça va se loger et ça va le tuer. Il existe toutes sortes de calibres. 7,62 par 54, 9 mm. Au niveau du calibre 22, il existe deux types de munitions, grosso modo. On a la short puis la longue. Celle-là, c'est la longue. Donc la short est environ la moitié, contient la moitié de poudre. Moi, je n'utilise pas la short. Par contre, la short peut être intéressante pour les tirs qui sont de petits gibiers.
Donc, où on désire avoir une force de pénétration qui est beaucoup moins grande et donc on veut pas que ça transperce en fait le crâne de l'animal. On veut vraiment limiter les possibilités de ricochet, limiter la mouvance du projectile une fois la cible atteinte. Pourquoi 45 degrés? Pourquoi 45 degrés ou plus? C'est tout simplement parce que ça va réduire les risques de ricochet vers vous. Puis ça prendrait un ricochet double pour vous atteindre. Donc il y a à peu près aucune chance que ça arrive si vous avez respecté les règles que je vous ai énumérées plus tôt. De plus, un ricochet simple, c'est-à-dire une balle qui va traverser l'animal, ou un tir raté et qui va ricocher sur le sol, va pénétrer directement au niveau du corps de l'animal. Donc, il y a aussi une meilleure gestion au niveau du projectile en tant que tel. Bref, pour toutes ces raisons-là, cette façon de faire-là est la plus sécuritaire qui soit. Un autre type d'utilisation sur une ferme, c'est l'utilisation dans le but d'euthanasier un animal qui est blessé ou qui est malade. Donc, c'est pas nécessairement dans un cadre de boucherie et c'est surtout une utilisation qui est non planifiée. C'est ça la grosse différence avec la première. C'est l'exemple typique d'un éleveur bovin dont la vache s'est cassée une patte et qu'il doit mettre à mort son animal. Donc, dans ce cas-là, c'est évident qu'il va le faire lui-même. Il ne va pas appeler un vétérinaire pour le faire piquer, faire une injection. D'abord, la viande ne sera pas comestible ensuite. Et puis, on a également tout le temps d'attente lié à l'appel, au déplacement du vétérinaire. Bref, dans tous ces cadres-là, l'animal est en train de souffrir et on sait pertinemment que cet animal-là va être mis à mort dû à sa blessure ou dû à sa maladie. Dans une optique beaucoup plus taboue, c'est celui de l'abattage d'animaux domestiques, donc dans le même cadre, que ça soit une blessure importante, que ça soit en fin de vie, maladie, etc. Donc c'est le paysan qui gère lui-même la mise à mort de ces animaux. Donc pourquoi c'est plus tabou? Premièrement, ça c'est un point très important, ça va faire l'objet d'une vidéo très certainement. C'est la relation de l'humain par rapport à la mort. La relation de l'humain par rapport à la mort est vraiment différente, a vraiment évolué au fil du temps. On n'a qu'à penser maintenant, les gens ne sont plus exposés avant d'être enterrés. Ils ne sont plus enterrés d'ailleurs, ils sont incinérés. Il y a toute une relation à la mort qui est vraiment différente et qui fait en sorte que la mort est devenue un tabou prédominant dans notre société. On a entre autres des courants comme le transhumanisme, où je vous laisse faire des recherches là-dessus. Donc, pourquoi c'est plus tabou ce sujet-là au niveau des animaux domestiques? Évidemment, il y a l'attachement à l'animal, mais je vous dirais, à mon analyse à moi, c'est que la majorité de la population est urbaine. Ce qui fait en sorte que leur relation avec les animaux domestiques, leur relation avec les animaux tout court, est ponctuée par des animaux domestiques qui ont une très longue longévité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les animaux domestiques urbains sont beaucoup plus protégés que les animaux domestiques en campagne ou en milieu rural. Un très bon exemple, ma conjointe vient d'un milieu urbain. À âge pour âge, lorsqu'on s'est rencontrés, elle avait eu 2 chiens dans son existence et avec des chiens en continu. Donc seulement 2 chiens. Nous, je pourrais même pas vous dire, je pense qu'on était rendu à 6 ou 7 et je vous dis pas le nombre de chats. Les animaux urbains sont plus protégés parce qu'ils passent la majorité de leur temps à l'intérieur, à attendre leur maître qui revient du travail. Dès qu'ils sortent, ils sont souvent directement dans un parc. Donc souvent, derrière la maison, c'est clôturé. Ils vont ouvrir la porte, le chien ou le chat, bref, va faire ses affaires, mais il va être toujours dans un espace confiné, si on veut. Il va être dans un espace protégé. Les vitesses au niveau de la route sont également beaucoup plus basses. Les zones urbaines, la vitesse de déplacement des véhicules est vraiment beaucoup plus basse par rapport aux milieux ruraux, donc moins de chances de se faire frapper. On a également plus de vigilance au niveau des voisins, puisque les voisins sont très collés, donc si par exemple en milieu rural, vos voisins sont à 1 kilomètre, il y a beaucoup moins de chances qu'ils voient si votre animal est en train de s'échapper, s'il arrive quelque chose à votre animal, etc. Les gens promènent également leur animal avec une laisse, la plupart du temps en ville, ça c'est même obligatoire. Et puis ça fait en sorte qu'on diminue également les facteurs de risque au niveau de l'animal, qu'il arrive un accident, qu'il arrive une blessure, qu'il arrive la mort. Il y a également peu ou pas de prédateurs en ville. Bref, l'animal va avoir
une espérance de vie qui est beaucoup plus élevée. En campagne, on a des limites de vitesse qui sont beaucoup plus élevées, donc plus de chances de se faire frapper. Nous, je pense qu'on a eu 4 chiens qui se sont fait frapper. Il y a peu ou pas de clôture. Évidemment, on est sur des grands territoires, donc de clôturer tous ces endroits-là, ça devient très fastidieux. Les animaux de compagnie, souvent les chiens, alors c'est moins fréquent maintenant, mais souvent les chiens accompagnaient l'agriculteur ou le fermier tout au long de sa journée, donc ils étaient tout le temps en liberté en fait, et ils suivaient l'agriculteur ou le fermier, ce qui fait en sorte qu'on augmente évidemment les niveaux de facteurs de risque. Il y a également plus de prédateurs au niveau des animaux domestiques en campagne. L'aspect aussi de la faune sauvage fait en sorte que l'animal, le chien, va souvent être en comportement où il va fuguer, nous on appelle ça comme ça, mais où il va partir, il va suivre des traces et il va s'enfoncer dans la forêt, bref, tous les facteurs en fait qui englobent la ruralité font en sorte que l'espérance de vie des animaux domestiques est moins élevée et ça modifie le rapport à la mort par rapport à ceux qui sont urbains. Donc, pour en venir aux faits, l'abattage, la mise à mort d'animaux domestiques, dans le fond, c'est une euthanasie. C'est non planifié, évidemment, puisque la plupart du temps, c'est non planifié, mais ça peut être planifié dans le cas d'une fin de vie. C'est une tâche qui est souvent confiée à des vétérinaires maintenant, mais encore une fois, c'est fait au niveau de la ruralité. C'est évidemment propre à chacun de décider de le faire ou non, d'en assumer la responsabilité ou non. Chez moi, sur la terre familiale, j'avais décidé d'assumer cette responsabilité-là pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'en avais la capacité et les compétences. Je me sentais capable. C'était également parce que je me disais que si on est responsable de l'animal tout au long de sa vie, on devrait être responsable également du passage à la mort. D'un point de vue monétaire aussi, puisqu'une balle de calibre 22 coûte 7 sous, alors que amener un animal domestique chez le vétérinaire, bien évidemment, c'est pas du tout le même prix, ça varie assez considérablement, ça peut aller 80 jusqu'à 150 $, voire plus. Donc, c'est un aspect qui est non négligeable pour certaines familles. Pour d'autres, ça peut paraître anodin, mais j'ai déjà fait de l'abattage, fait de la mise à mort d'animaux dont les personnes, en fait, avaient très peu de moyens et c'était pour sauver des coûts au niveau de l'euthanasie, au niveau des vétérinaires. Donc, c'est quand même un aspect qui est non négligeable pour certaines familles. C'est également pour une gestion du corps qui est plus facile. Donc, une fois qu'on a procédé, on peut directement enterrer le corps soit sur place. Bref, il y a moins d'attente, on n'est pas pris avec l'animal, on le ramène dans son véhicule, on retourne à la maison, puis après ça, on l'enterre. C'est une gestion qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus rapide, qui est moins fastidieuse. Parfois, ça peut être également au niveau du temps et de la blessure. Donc, lorsqu'on se retrouve avec un animal qui est blessé, dont la blessure est importante et qu'on sait pertinemment qu'il devrait être euthanasié, au lieu de le transporter, de le déplacer, ce qui peut occasionner encore plus de souffrance, eh bien, on peut procéder à une mise à mort rapide et efficace. Pour vous donner un exemple, moi, c'est arrivé. En fait, j'ai pas eu à le faire. Par contre, on a eu un chien sur la ferme qui avait fugué, qui était parti pour toutes sortes de raisons pour sentir les traces d'animaux, de la faune. Mais là, ça faisait plus que 12 heures. Donc, je suis parti à sa recherche et lorsque j'ai décidé de partir à sa recherche, j'ai amené avec moi une arme à feu parce que je me suis dit, il se peut très bien que l'animal en question soit pris dans un piège, qu'il soit dans un état où l'euthanasie est une fatalité. Donc, j'avais amené l'arme à feu dans le cadre où je me disais que si l'animal est trop blessé, s'il y a évidence qu'il devra s'en suivre une euthanasie, que je puisse le faire immédiatement afin d'éviter le plus de souffrance possible à l'animal en question. Pour finir, on peut l'utiliser également dans le cadre de la déprédation, c'est-à-dire donc de protection contre des prédateurs pour ces animaux d'élevage et également au niveau de la protection de culture. Donc, tout de suite, on entend souvent les termes mais pourquoi tu ne déplaces pas l'animal en question? Pourquoi tu ne le prends pas dans une cage et puis tu ne vas pas le porter ailleurs en forêt?
Là-dessus, il y a des drôles d'anecdotes. Moi, je me suis fait déjà dire, je suis allé porter une marmotte. La personne est allée la porter en forêt. C'est complètement absurde. Une marmotte, c'est un animal de champ, c'est un animal de prairie. Donc, aussi bien le tuer directement parce qu'il va se faire manger par un renard ou un coyote. C'est certain que si cette personne-là avait vu ce qui était arrivé à l'animal, elle aurait compris son erreur. Ensuite, souvent, c'est ce qui arrive lorsqu'on fait de la déportation comme ça, c'est qu'on amène un peu le problème ailleurs. On se met un beau voile, là, puis on se dit, il va être heureux, il va faire sa vie dans ce champ X. Le problème, c'est que vous venez de porter un animal qui chez vous était nuisible chez une autre personne. Puisque les terrains sont privés, bref, c'est certain que la plupart du temps, les gens vont pas s'enfoncer des kilomètres et des kilomètres dans le bois lorsqu'ils vont porter un animal sauvage. Souvent, c'est sur le bord d'une route. Donc, soit il se fait frapper, soit l'agriculteur en question va devoir lui-même le mettre à mort. Donc, au final, c'est pas nécessairement de protéger l'animal, c'est plus de se voiler le visage sur ce qui va s'en suivre. Aussi, je vous mets, à ceux qui disent ça, je vous mets au défi de déplacer une moufette. Vous la mettrez dans votre coffre de voiture et puis vous l'emmènerez. Après ça, on s'en reparlera. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que souvent, lorsque les animaux, surtout dans le cadre de déprédation ou dans le cadre de protection de culture à plus petite échelle, c'est que la nourriture est soit plus accessible chez vous qu'en forêt, ou la population par rapport aux ressources qui sont dans la forêt ou agroforestiers sont trop réduites, ce qui fait en sorte qu'ils vont se rapprocher de plus en plus des domiciles. C'est le cas souvent de la moufette. Nous, il y en a une chez nous qui a décidé, elle venait rôder à tous les soirs près de la maison et elle était en train d'essayer de creuser un terrier sous une galerie. Donc, je peux vous dire que j'ai pas fait ni un ni deux. Je me suis occupé de cette moufette-là. Je l'ai laissée sur le bord de la forêt et ça avait nourri un renard. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en fait, la moufette, la population était trop grande de moufettes dans la forêt. C'était une jeune moufette. Puis, elle a décidé tout simplement de se rapprocher des milieux urbains alors que le milieu urbain, ou plutôt les maisons, ne sont pas son lieu de prédilection. Donc, je pense qu'avec les informations que je viens de vous fournir, on peut considérer facilement que l'arme à feu est un outil utile dans le cadre d'une autonomie, d'une gestion du vivant sur son terrain, sur son lieu de vie. Mais ça reste à votre discrétion. Si vous en décidez d'en procurer une, si vous en avez, restez toujours prudent et restez toujours dans les limites de la loi selon votre pays respectif.